Adel El Gamal est ingénieur civil de l'École polytechnique de Bruxelles, mais également diplômé en administration des affaires de la Solvay Business School et de l'INSEAD. Il s'est ensuite spécialisé en gestion de l'environnement. Il est actuellement secrétaire général de l'Alliance européenne de recherche sur l'énergie. Il est également professeur à l'Université libre de Bruxelles, où il enseigne la géopolitique de l'énergie, la politique et la gestion de l'énergie. De plus, il est expert associé à l'Institut Veblen pour la réforme économique. Il est un expert reconnu et un leader d'opinion dans les domaines de la transition vers une énergie propre, le changement climatique, la politique énergétique et la géopolitique de l'énergie. Bonjour Adel. Bonjour Anatole. Dans ton rôle de secrétaire de l'European Energy Research Alliance, tu as une vision assez globale de la crise climatique et de la transition énergétique. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de propos qui proposent des visions alternatives de la réalité dans les médias. Et donc toi, de par ta vision très globale, est-ce que tu peux nous donner les faits et nous indiquer où on en est réellement ? D'accord. Alors effectivement, oui, on est malheureusement dans l'ère des vérités alternatives. Je pense quand même que dans les milieux, en tout cas dans les milieux européens, politiques européens, je pense que la crise climatique est quand même maintenant un fait acquis. Ceci dit, c'est quand même relativement préoccupant parce que je reviendrai sur l'état de la situation, mais c'est relativement préoccupant parce que avec l'évolution extrêmement rapide des gros défis géopolitiques qu'on a au niveau européen, qui c'est évidemment, enfin, et même au niveau mondial, la guerre en Ukraine évidemment, mais aussi la catastrophe humanitaire qui se passe à Gaza, et puis le durcissement énorme des relations internationales à tout point de vue, les priorités européennes sont en train de en tout cas d'évoluer extrêmement rapidement en laissant, je dirais, relativement de côté le fameux EU Green Deal, c'est-à-dire le pacte vert et surtout en fait tout l'effort de lutte contre le réchauffement climatique, je dirais au bénéfice d'autres priorités qui sont perçues comme étant plus urgentes, qui sont celui de l'immigration, celui de la défense des frontières et celui du pouvoir d'achat globalement. Donc c'est assez dramatique parce qu'on sent très très fort qu'avec les élections européennes qui vont venir, on s'attend à un virement assez fort vers la droite, vers des gens qui sont en tout cas, si pas climato-sceptiques, qui sont en tout cas plus partisans d'une politique économique plus traditionnelle, dure et donc moins favorable à des efforts par rapport à l'environnement. Où en est-on par rapport à la crise climatique ? En fait, le constat est assez dramatique. Alors, je vais évidemment pas citer toutes les catastrophes qu'on a eues récemment. La liste est vraiment impressionnante. En fait, quand on regarde depuis 6 mois ce qui s'est passé dans le monde, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et on sent là directement qu'il y a à la fois plus d'intensité et plus d'occurrence de ces événements extrêmes. Mais si on regarde d'un point de vue purement scientifique, on s'aperçoit d'abord que on est malheureusement probablement déjà beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et je cite un article de James Hansen qui a été publié, je pense, ce mois de mai ou le mois d'avril dernier. Donc, pour rappel, James Hansen est considéré comme étant un peu le parrain du réchauffement climatique. C'est lui qui avait fait le premier témoignage devant le Congrès américain sur les effets du réchauffement climatique dans le début des années 80. Et il enseigne à la Columbia University, mais avant ça, il était à l'Institut NASA Goddard. Et donc, c'est vraiment une des références en matière de réchauffement climatique. Et son article disait qu'on était... Alors, quand on parle de réchauffement, en fait, on dit, bon, on mesure par rapport à la température pré-industrielle, mais qu'est-ce qu'on mesure ? Est-ce qu'on mesure la moyenne des 12 mois ? Voilà. Donc il n'y a pas un seul chiffre. Mais d'après lui, et en fait, si on prend une moyenne flottante des 12 derniers mois, pour lui, on a déjà dépassé le seuil des 1,5 degré. Alors, il y a évidemment plein de facteurs qu'on peut discuter. Il y a El Niño, El Niña, voilà, il y a des effets temporaires.
Mais pour lui, on est déjà probablement au-delà des 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui est absolument catastrophique, puisque je le rappelle, c'était la fourchette basse, en tout cas de ce qu'on visait à l'horizon de la fin du siècle. Et on y est probablement qu'on l'a déjà dépassé en 2024-2025. Donc c'est absolument dramatique. Et le deuxième aspect qui est vraiment très préoccupant, c'est le fait qu'on constate aussi, je fais référence à cet article-là, mais beaucoup d'articles écrits par le passé, on constate qu'il y a une accélération aussi du réchauffement climatique, c'est-à-dire que le rythme de réchauffement est en train de s'accélérer, ce qui évidemment nous pose beaucoup de questions sur voilà, notre capacité à le limiter aux 2 degrés, ce qui est à mon avis déjà perdu, mais même plus haut. Et cette accélération serait due au fait que, en fait, en diminuant la combustion d'énergie fossile, on diminue aussi les aérosols qui, eux, ont un effet réfléchissant. Et donc on est à la fois beaucoup plus loin qu'on le pensait et le phénomène s'accélère. Donc c'est extrêmement préoccupant. Alors où en est-on par rapport à notre capacité à enrayer ce phénomène? C'est aussi très préoccupant parce qu'en fait, si je prends les objectifs européens, c'est faire moins 55% d'émissions. La référence est en 1990, faire moins 55% à l'horizon 2030 et moins 100% à l'horizon 2050. Alors, pour info, aujourd'hui, on est environ, par rapport au moins 55 qu'on devrait atteindre dans 6 ans, moins de 6 ans, on est aujourd'hui à moins 32, moins 33%. Donc, on est très très loin du compte et tout porte à croire que à la fois par le fait qu'au plus on décarbone, on décarbone, au plus ça devient difficile fatalement. D'un autre côté, on a été dans des périodes de croissance économique très faibles. On sait que la croissance économique est un des facteurs évidemment d'émissions de gaz à effet de serre. Et troisièmement, dans le contexte géopolitique, on tente à réindustrialiser l'Europe, ce qui aussi va jouer en faveur. Donc tous ces éléments ensemble me font croire qu'on va être très très loin du compte des moins 55% en Europe, qui reste encore le continent le plus progressiste en matière de politique environnementale et climatique. Donc, je suis extrêmement inquiet par rapport au problème du réchauffement climatique et du problème connexe qui est peut-être même plus grave que le réchauffement climatique, qui est la crise de la biodiversité, qui est intimement liée, évidemment. Les discussions autour de la transition énergétique sont souvent des exercices de rhétorique, où chacun y va de son propre avis et présente sa solution préférée. Et donc, dans ce cadre-là, le docteur Fatih Birol, directeur de l'AIE, a dit récemment que, pour citer, même si nous avons tous nos propres favoris, nous devons adopter toutes les technologies qui peuvent nous aider. Le but est de réduire les émissions, pas de stimuler les égos. Et donc, quel est ton point de vue sur cette question et sur cette phrase et surtout par rapport aux discussions dans le contexte du nucléaire? Alors, je dirais sur le premier point, je ne peux que totalement approuver cette approche, c'est-à-dire qu'on est tellement loin du but et le but est tellement difficile, complexe à atteindre, et je le répète parce qu'au plus on va décarboner, au plus ça va être compliqué de décarboner, et que aussi quand on décarbone, on génère des effets secondaires qui eux-mêmes doivent être compensés, etc. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc j'approuve totalement le fait que nous devons utiliser toutes les technologies raisonnables qui sont à notre disposition. Ça, c'est une évidence. Et donc, avoir ou porter des luttes de chapelle sur c'est l'éolien, c'est le solaire, c'est le nucléaire, ça n'a absolument aucun sens. Il est évident que la décarbonation doit intégrer toutes les solutions que l'on a et que les mix vont aussi, les mix, donc c'est-à-dire les combinaisons de solutions, vont éminemment varier selon les différentes conditions dans lesquelles on se trouve. Il est évident que décarboner, je ne sais pas moi, la Pologne ne sera pas de la même manière que décarboner la Sicile, par exemple. Voilà. Donc, sur ce point-là, j'approuve totalement. Sur la question du nucléaire, il y a énormément, à mon sens, d'idées reçues et de luttes de chapelle absolument ridicules. La réalité du nucléaire est complexe à plusieurs égards et je crois que le nucléaire n'apportera qu'une
petite partie de la réponse. Je m'explique. Alors, dans les idées reçues, la première idée reçue, c'est que le nucléaire est une énergie bon marché. Alors ça, c'est une idée reçue parce que effectivement, l'électricité générée à partir de centrales nucléaires existantes, c'est-à-dire qui ont été construites dans les années 80, 60, 70, 80, et après, qui ont été amorties et qui ont été construites dans des conditions financières passées, est une énergie relativement bon marché. Par contre, si on pense au prix du nouveau nucléaire, c'est-à-dire si on prend le prix, le coût de la construction d'une centrale nucléaire aujourd'hui, avec les contraintes, avec le coût du capital aujourd'hui, les contraintes de sécurité aujourd'hui, le coût des matières premières aujourd'hui, eh bien, ce qu'on appelle le levelized cost of electricity est très élevé. Il suffit de regarder Hinkley Point, qui est la centrale qui va être construite en Angleterre. On parle de 120 à 150 euros du mégawattheure. C'est énorme par rapport, c'est 2 à 3 fois plus que l'éolien, que le solaire, etc. Donc c'est extrêmement cher. L'avantage nucléaire par rapport au renouvelable étant qu'il est pilotable, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'énergie, enfin on peut en tout cas piloter la génération, ce qui n'est pas le cas ou moins le cas avec les renouvelables. Mais même en tenant compte du coût de la flexibilité, ça reste une énergie chère. Deuxième élément, c'est bien sûr tous les risques que l'on n'a pas réussi à maîtriser. Alors ces risques, c'est bien sûr les risques d'opération, donc les risques d'incident nucléaire. Alors même si effectivement on peut réduire la probabilité très très forte, le risque zéro n'existe pas, mais surtout c'est le problème des déchets qui n'est absolument pas résolu. Personne aujourd'hui n'a résolu de manière convaincante le problème des déchets. Aujourd'hui, la seule solution qu'on a, c'est les enfouir le plus profondément possible, et ça pose énormément de questions sur la stabilité dans le temps de ces stockages. Donc c'est un gros problème qui n'est pas résolu. Dernière question, troisième aspect, c'est l'utilisation, la militarisation des infrastructures civiles. Alors c'est à la fois la prolifération des matières fissiles pour faire des bombes sales, par exemple, ça c'est une première chose, mais deuxièmement le fait que des centrales nucléaires peuvent être prises pour cible dans le cas de conflits militaires. On l'a très bien vu avec la centrale de Zaporijjia en Ukraine. Donc ça, c'est aussi des soucis qui sont difficiles à quantifier, mais qu'il faut tenir en ligne de compte. Mais alors, là où, à mon sens, le problème le plus important qui est tout à fait omis dans les discussions, surtout dans les discussions politiques en Belgique, c'est le fait que construire une centrale nucléaire, on l'a vu avec Flamanville, c'est une affaire de 10 à 15 ans. Entre le moment où on décide de la construire et le moment où elle est connectée au réseau et le produit d'électricité, c'est 10 à 15 ans. On ne peut pas comprimer énormément ce temps-là. Or, aujourd'hui, en 10 à 15 ans, on peut déployer des quantités gigantesques, des capacités énormes de renouvelables. Et vu l'urgence climatique, le nucléaire ne pourra en tout cas pas apporter de solution à court terme, puisqu'il y a un temps de déploiement qui est énorme. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas de nucléaire, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de nucléaire dans le mix final, je ne dis pas que le nucléaire n'est pas une énergie décarbonée, je dis simplement que dans l'urgence climatique que nous avons et dans notre urgence à électrifier et à augmenter les capacités de génération d'électricité décarbonée, le nucléaire a un avantage majeur par rapport à des technologies comme l'éolien et le soleil qui peuvent être déployées massivement en des temps records. Pour ces très claires réponses qui apportent, moi je trouve, vraiment un point de vue important sur le nucléaire, parce que c'est vraiment une énergie qui est considérée comme une énergie solution par beaucoup de personnes, oui. Et qui, en fait, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de paramètres en compte et que c'est une question extrêmement complexe. Par contre, les gens aussi, souvent, il y a une confusion du débat entre le fait de prolonger des centrales existantes et le fait de relancer des nouvelles filières. Je pense que la prolongation de centrales existantes, si elle peut être faite dans des conditions de sécurité optimales, on doit en tout cas exploiter cette possibilité au maximum. Et donc moi j'approuve totalement ce qui a été fait en Belgique en prolongeant les centrales qui pouvaient l'être. Certaines ne le pouvaient pas pour des raisons techniques. C'est une très bonne chose parce que ça nous permet de produire de l'énergie décarbonée, mais ce n'est pas du tout la même chose que de relancer une filière qui veut dire relancer des investissements massifs dont l'effet ne se répercutera que d'ici 15 à 20 ans.
Donc ce n'est pas spécialement pour une sortie du nucléaire instantané, mais c'est vraiment continuer à utiliser ce qu'on a dans les limites du raisonnable. Le plus possible. Alors, dernier point sur le nucléaire aussi qu'on n'a pas cité, c'est ce qu'on appelle les SMR, parce que ça c'est aussi là, un sujet de débat extrêmement important. Les SMR, donc c'est les Small Modular Reactors, donc les petits réacteurs nucléaires. Donc c'est des réacteurs qui seraient, la promesse de ces réacteurs, c'est qu'en fait ils seraient standardisés, donc produits de manière industrielle, donc à des coûts plus faibles, avec des délais d'implémentation réduits. Et l'idée aussi, c'est qu'ils pourraient produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. Bon, alors, le concept est certainement intéressant, mais même chose, les SMR n'existent qu'à l'état de plan ou au plus de prototypes, et le prototype, enfin le projet le plus avancé, qui était le projet américain NuScale, est à l'arrêt pour une raison bien simple, c'est que les derniers financements sont tombés à l'eau parce qu'ils ont revu ce qu'on appelle le strike price, c'est-à-dire le prix de l'électricité produite. Ils l'ont augmenté de 50% au mois de janvier, et donc il n'y a plus de business case pour le SMR aujourd'hui. Donc même chose, ça n'existe pas. Si ça existe un jour, c'est en tout cas pas dans un avenir proche, et toujours, et même dans le cas où on poursuit cette route, il y a encore des défis, en tout cas financiers, de compétitivité à régler. Et puis même par rapport, vous parliez tu parlais des déchets nucléaires, par exemple, et compagnie. Résolve en partie, parce que, voilà, enfin, en tout cas, sur papier, une série, le problème des déchets serait en tout cas atténué, mais existe toujours, effectivement. Mais donc, selon toi, parce que donc on vient de parler beaucoup de technique, mais il va y avoir on va devoir faire un jeu d'équilibriste entre du technique et du non technique pour atteindre une transition qu'on pourrait dire juste. Et donc là aussi, on a des visions très variées sur le sujet. Et donc, quelle est toi ta vision là-dessus d'un point de vue un peu géopolitique, quoi? Alors, merci beaucoup d'aborder la question. Énormément de choses à dire, c'est un peu mon cheval de bataille. Et donc, rien que pour situer un peu voilà, mon activité professionnelle, en fait, je dirige l'ERAC, et donc le European Energy Research Alliance, et donc on conseille la Commission européenne sur ses stratégies de décarbonation, et donc on conduit des programmes de recherche qui sont essentiellement, principalement, pas tous, mais principalement des programmes technologiques. Donc voilà, et donc toutes les technologies, y compris le nucléaire, on a des programmes de recherche sur ces technologies. Mon cheval de bataille, j'ai alerté la Commission déjà il y a 3-4 ans. On a un white paper qui est vraiment très très clair sur le sujet, qui dit en fait la transition énergétique, c'est évidemment une question de technologie, mais les technologies là-dedans ne seront qu'un key enabler, c'est-à-dire c'est une condition nécessaire. On ne pourra pas faire de transition si on n'a pas de technologie bas carbone, mais ce n'est pas parce qu'on a une technologie bas carbone, même compétitive, que la transition va se faire. Et donc il y a un énorme volet qui est un volet sociétal. Et donc dans ce volet sociétal, j'intègre beaucoup de choses. Il y a d'abord le fait que c'est tout un modèle économique qui doit évoluer. Et donc, ce n'est pas parce que le photovoltaïque est moins cher que le nucléaire que du jour au lendemain, les centrales nucléaires sont remplacées par du photovoltaïque. Il y a tous les investissements consentis, il y a les business models, les modèles de marché qui encore ont été conçus pour une réalité différente de la réalité vers laquelle on va. Donc il y a toute cette adaptation-là à faire, qui est extrêmement complexe et extrêmement lente, parce qu'évidemment, chaque fois qu'on modifie un paramètre des modèles de marché, il y a évidemment des perdants et des gagnants. Et ce qu'on appelle les incumbent players, c'est-à-dire en fait les acteurs traditionnels, ont tout intérêt évidemment à valoriser au maximum leurs investissements, et donc en gros, généralement, on a un intérêt, en tout cas, à freiner, ou au statu quo, en tout cas, à diminuer le rythme de transition. Donc, énorme enjeu sur le plan sociétal au niveau des modèles de marché, des modèles business. On l'a vu d'ailleurs avec la difficulté qu'on a eue en Europe à modifier le modèle de marché du prix de l'électricité, pour se décorréler en fait du prix du gaz, extrêmement complexe à beaucoup d'égards. Mais alors, deuxième volet essentiel, c'est que même si on décarbone l'énergie, et ça c'est aussi, on a à l'ERA
énormément appuyé ce sujet, aussi avec un white paper qu'on a édité l'année passée. On se rend compte que le rythme de décarbonation du supply side, c'est-à-dire de la production d'énergie, n'est pas du tout compatible avec le rythme de décarbonation que l'on devrait suivre. Et donc, ça nous dit une seule chose, c'est que pour se rapprocher du niveau, enfin des rythmes de décarbonation compatibles avec l'accord de Paris, si tant est qu'on puisse encore le faire, je ne pense pas, il faut aussi regarder le demand side, c'est-à-dire réduire la demande. Et donc, réduire la demande, ça veut dire bien sûr des questions d'efficacité énergétique, mais ça veut dire avant tout une question de sobriété énergétique. C'est-à-dire la question, je prends un exemple extrêmement simple, beaucoup de gens pensent que décarboner la mobilité, c'est remplacer toutes les voitures individuelles à essence ou diesel par des voitures électriques. Rien de plus faux. Les voitures électriques vont participer à la décarbonation, mais elles ont une empreinte carbone également, à beaucoup d'égards, parce que l'électricité qui n'est pas décarbonée parce qu'elles ont des batteries qui contiennent beaucoup d'énergie grise. Donc là, le problème, ça va être de remplacer les voitures, ça va être de remplacer 10 voitures à essence par 3 voitures électriques et favoriser la multimodalité et la modalité et la mobilité partagée. Et donc, c'est un changement de société, c'est un changement de paradigme de société, c'est un changement dans les habitudes, dans les comportements d'achat, dans les comportements individuels. Et ça, ce sont des choses fondamentales qui relèvent des sciences humaines et non pas des STEM, des sciences dures. Et ça prend beaucoup de temps. C'est une question de tradition, c'est une question de culture, c'est une question d'incitant de société. Et donc, ça prend beaucoup de temps à changer. C'est la mentalité avant tout qu'il faut changer. Et je pense que ce sujet qui commence petit à petit à être intégré dans le discours politique est encore très très largement sous-estimé. Et même l'Agence internationale de l'énergie qui en parle considère que sa contribution sera de 10 à 15%. Je pense personnellement qu'elle doit être beaucoup plus importante si on est sérieux par rapport aux objectifs climatiques. Dernier élément que vous avez évoqué, oui, enfin il y a encore deux, il y a le problème de la justice de la transition. Et donc ça, c'est un sujet très complexe également, puisque on voit que qui dit transition dit investissement dans des nouvelles technologies, qui dit investissement dit capacité d'investissement, et donc comme toujours, la transition est plus accessible aux gens les plus aisés. Et donc, il y a vraiment, et on sent que la transition est en fait participe à même polariser en fait ou à augmenter les différences sociales. Donc, il y a un rôle essentiel du politique à veiller à ce que cette transition soit juste, c'est-à-dire à permettre ou à aider les plus démunis à transitionner, éventuellement même plus vite, puisqu'ils seront alors à ce moment-là les bénéficiaires de la transition énergétique. Donc c'est un enjeu très compliqué, mais absolument essentiel. Dernier point que vous avez évoqué, les aspects géopolitiques, et là c'est un aspect totalement fondamental sur lequel nous travaillons aujourd'hui à l'ERA. Je sors d'une réunion sur le sujet d'ailleurs. C'est le fait que quand on se dit on veut transitionner vers une société zéro carbone d'ici 25 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire un changement de société, mais ça veut dire aussi, comme je l'ai dit, un déploiement massif de technologies bas carbone. Or, pratiquement toutes les technologies bas carbone, il y a quelques contre-exemples, mais ils sont tout à fait marginaux. Si je prends l'hydrogène, les batteries, les éoliennes, le photovoltaïque, toutes ces technologies-là sont essentiellement basées sur l'utilisation de ce qu'on appelle des matériaux critiques. Les matériaux critiques sont des classes de matériaux qui sont critiques parce qu'ils sont soit rares, mais le plus souvent parce qu'ils se trouvent localisés dans des endroits auxquels on n'a pas la main politiquement, et parce que le processing de ces matériaux est en général concentré dans les mains soit de groupes industriels très concentrés, soit même de pays. Et donc la Chine, par exemple, a à la fois le contrôle d'énormément de mines de ces matériaux critiques, mais de façon plus importante, la Chine contrôle
une très grande partie du processing de ces matériaux critiques. Pour donner un exemple, les terres rares, c'est un exemple parmi d'autres, sont essentiels pour tout ce qui est les propriétés magnétiques, donc les moteurs électriques ou les génératrices d'éoliennes. Eh bien, l'Europe importe 98% de ces terres rares de Chine. Et la Chine a un quasi-monopole sur le processing des terres rares. Donc, en fait, quiconque veut acheter des terres rares doit les acheter en Chine. Et donc, on se rend compte qu'on a une dépendance géopolitique essentielle par rapport à un certain nombre d'acteurs, la Chine étant le principal, mais ce n'est pas le seul. Et donc, on se rend compte aussi que dans un contexte géopolitique qui est en train de se dégrader et dans lequel l'Europe est de plus en plus un ennemi, un adversaire systémique de la Chine, d'un point de vue politique et des prises de position politiques et géopolitiques, on va avoir un problème majeur. Et je cite en exemple la récente visite de Xi Jinping au président Macron et à Ursula von der Leyen à Paris, où l'Europe a essayé d'avancer le problème du fait que la Chine subsidie ses véhicules électriques, inonde le marché et donc crée des distorsions majeures du marché qui en fait risque de conduire à la faillite toute une série d'acteurs européens. La réponse de la Chine, c'est de dire si vous nous attaquez, nous on a la maîtrise de tout ce dont vous avez besoin pour faire tourner votre industrie bas carbone. Donc voilà, on est pieds et poings liés par rapport à ça. Enjeu géopolitique absolument majeur, ce qui veut dire aussi que diminuer la demande énergétique est un des axes principaux qui nous permettra de diminuer ces dépendances. Et donc, c'est une réponse super complète, merci beaucoup. Mais donc, pour la diminution de la demande énergétique, moi, souvent, quelque chose que j'ai l'impression quand on discute avec un particulier, avec des gens dans la vie de tous les jours, c'est un peu souvent, ce qui ressort souvent, c'est est-ce qu'un particulier peut avoir un réel impact? Est-ce qu'on entend souvent parler que c'est la responsabilité des politiques et on rejette la responsabilité soit sur les politiques, soit sur les entreprises, mais le particulier, lui, ne se sent pas toujours inclus dans ces efforts de transition et de sobriété. Est-ce que c'est réel? Est-ce que les politiques... comment est-ce cette situation-là se voit? Alors, je pense que je ne suis pas très tendre par rapport aux politiques d'une façon générale. Maintenant, je crois que quand on est dans une situation, quand on est dans un gouvernement, je crois qu'on a une marge de manœuvre extrêmement faible et pourquoi? Parce qu'en fait, on vit dans un monde globalisé et que donc on a très très peu de latitude, étant donné que dès le moment où vous imposez une mesure contraignante, eh bien, il est très facile de la contourner. Voilà. Du fait de la globalisation. C'est ce qui explique d'ailleurs, et là je suis peut-être plus tendre avec les politiques européens qu'avec les politiques nationaux. L'Europe est en général en pointe et c'est plutôt le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui sont en retrait par rapport aux ambitions climatiques. Donc l'Europe, par exemple, elle impose un certain nombre de mesures qui sont contraignantes et elle essaye de protéger le marché européen de la concurrence déloyale, notamment avec des mécanismes très compliqués aux frontières, le principal étant le Carbon Border Adjustment Mechanism, le CBAM comme on l'appelle, qui va être mis en œuvre pour le moment. C'est des mécanismes très compliqués, mais c'est assez ambitieux comme stratégie. Au niveau des politiques nationales, on voit surtout en fait que, et c'est malheureusement le cas de la Belgique, qui avait demandé aussi une pause réglementaire en disant ça va trop vite, ça nuit à la compétitivité de notre économie, de nos industries, de notre secteur agricole. Donc je suis assez critique par rapport aux politiques. Mais je pense que c'est trop simple de blâmer le politique, l'industrie, le particulier. Je pense que c'est un effort qui est collectif. Il est vraiment collectif. Je pense que chacun a un rôle à jouer. Et donc, même si, en tant que citoyen individuel, le moyen d'action est relativement limité, je pense qu'il est fondamental. Et il est fondamental parce qu'il y a un effet d'entraînement. Donc, bien sûr, réduire ma consommation, diminuer le
nombre de fois que je prends l'avion, etc., l'impact que j'ai au niveau individuel sur les émissions globales est évidemment marginal. Par contre, je pense que l'effet d'entraînement, l'effet d'exemplarité est extrêmement important. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, c'est le fait que en se faisant et avec cet effet de masse, on infléchit des politiques. Et donc les politiques, en fait, ne sont jamais que le reflet synthétisé et avec un retard de la volonté de la population. Et donc si la population, effectivement, prend en main cette ambition, mais le politique va suivre et se sentira en tout cas plus légitime pour imposer voilà, des réglementations ou des politiques qui sont plus contraignantes par rapport à cet objectif climatique. Donc je pense qu'au niveau individuel, c'est essentiel de le faire, à la fois pour sa petite contribution, mais surtout pour l'effet politique que ça a et pour l'effet d'entraînement que ça a au niveau de la population. Merci pour ces mots qui sont plus positifs que peut-être ce qu'on a discuté avant. Et donc, pour finir, vous êtes prof en géopolitique à l'ULB. Et donc, dans le cadre, dans ce cadre-là, vous êtes souvent en contact avec des jeunes. Et est-ce que vous voyez une évolution justement de la pensée et du comportement des jeunes vis-à-vis de ces enjeux-là ? Alors, je dirais, c'est relativement ce que... Je vois, les cours que je donne sont pratiquement tous, pas tous, mais pratiquement tous des cours à option. Et donc les jeunes que je vois, j'en vois beaucoup heureusement, c'est une très bonne nouvelle, sont des gens qui ont émis en tout cas un intérêt et une volonté de s'instruire sur ce sujet. Et donc pour la plupart, les gens que je vois sont des gens très motivés et qui sont très en point dans leur réflexion par rapport à ça. Même s'ils ne connaissent pas, ils sont en point dans leur réflexion, dans leur questionnement personnel. Et donc ça, c'est extrêmement encourageant de voir. Par contre, ce que je vois, c'est que en dehors des étudiants qui choisissent mon cours, ben, il y a encore une grande partie des étudiants qui sont plutôt dans le mainstream, qui lui, et c'est pas un constat que je fais par rapport à l'ULB, c'est un constat que je fais par rapport à toutes les universités, je n'enseigne pas qu'à l'ULB d'ailleurs, c'est que l'enseignement est toujours, met beaucoup de temps avant de se remettre en question. Et si je regarde par exemple une des facultés dans laquelle j'enseigne, qui est Solvay, on continue quand même à enseigner, ce qui est pas étonnant, mais on continue à enseigner les préceptes de tout ce qui fait le monde capitaliste consumériste, qui est le principal responsable, en tout cas, ou en tout cas qui est le modèle économique que l'on doit de façon très urgente remettre en question si l'on veut se mettre dans une dynamique soutenable au niveau planétaire. Et donc je vois beaucoup d'étudiants qui s'orientent encore vers des salles de marché, vers du marketing, vers voilà, toute une série de disciplines qui sont en fait des disciplines consistant à optimiser la croissance économique. Je pense que la croissance économique telle qu'elle est définie aujourd'hui, je ne suis pas nécessairement un adversaire de la croissance, mais la croissance économique telle qu'elle est définie aujourd'hui, et donc le principal indicateur étant le GDP ou le PIB en français, pose un énorme problème parce que qui dit croissance du PIB dit croissance de la consommation et dit augmentation des émissions. Et la décorrélation totale des deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le découplage, ne peut s'opérer que de manière très partielle. Et donc, je pense que remettre en question le paradigme économique fondamental, c'est le concept de favoriser à tout crin la croissance économique, est antagoniste avec l'objectif qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à zéro. Merci beaucoup pour cette dernière question qui laisse à réflexion, je trouve, voilà. Justement. C'est très chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir.